Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Live Stories. Et aujourd'hui, on va parler d'expérience événementielle. Alors, lors d'un événement, j'accueille mon public et mes participants pendant un temps donné. Alors, bien évidemment, j'ai des propos, j'ai des messages à leur partager. Mais le plus important et la question que vous devez vous poser, c'est quelle expérience je vais leur faire vivre? Qu'est-ce qu'on va partager ensemble pendant ce moment donné et comment je vais rendre ce moment particulièrement mémorable? Et c'est ça qu'on va évoquer aujourd'hui avec mon invité du jour. J'ai le plaisir d'accueillir Nicolas Dupeux, qui est le directeur général de Paris Entertainment Company. Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors j'ai dit que tu étais directeur général de Paris Entertainment Company, mais aussi de l'Accor Arena, de la future Adidas Arena et du Bataclan. Oui. 3 lieux événementiels, expérientiels et hospitalité également. Oui. Donc je suis sûre que tu as plein de choses à nous raconter sur l'expérience au-delà de l'événement. Mais avant ça, je voudrais que tu nous racontes un peu ton parcours. Ça commence en 2003, tu sors de l'ESSEC et tu commences tout de suite à travailler dans l'événementiel du coup. Oui, moi j'ai fait tout mon parcours dans l'événementiel et l'entertainment au sens large. D'accord. Mais même déjà en école de commerce, puisque j'étais à la fois au bureau des élèves et au bureau des sports, donc j'ai commencé très tôt. Ça a commencé là. Et en sortant de l'ESSEC, je me suis dit, voilà, je veux faire de ça mon métier. Donc j'ai commencé au Mondial de l'automobile, D'accord. édition 2004, sur des postes très techniques et logistiques. J'étais responsable de toute la logistique du salon et puis de la relation avec les exposants. Et ensuite, je suis rentré en agence événementielle. Une agence, je crois que tu connaissais en tout cas. Exactement. Donc Alice Événements, où je suis rentré comme chef de projet et j'ai fini comme directeur général de l'agence en passant par la case de direction de clientèle et de direction conseil. D'accord. Voilà. Et ensuite, l'agence a été rachetée par le groupe GL Events. J'ai continué à prendre donc, la direction d'Alice Événements. Et puis le groupe possédait 2 autres agences, Marketplace et puis Package Organisation. J'ai pris la direction de Package Organisation et à la demande après du président de GL Events, j'ai participé à la fusion en fait des 3 agences qui a donné naissance à l'agence actuelle qui s'appelle Live by GL Events, dont j'ai pris la co-direction à l'époque. Voilà. Et donc ça a été toute ma première partie dans l'agence événementielle, dans le métier, différents métiers au sein de l'agence événementielle, depuis la gestion de projet jusqu'à la direction générale d'une très belle structure au sein d'un grand groupe. Qu'est-ce qui t'a le plus plu en travaillant en agence pendant cette période? Beaucoup de choses. D'abord, le fait que les projets s'enchaînent et que finalement on ne s'arrête jamais et il y a toujours un incessant renouvellement et on travaille toujours sur des nouveaux projets. Donc finalement la vie passe très très vite et moi j'adore ça parce que je n'aime pas m'ennuyer. Donc, la deuxième, c'est la curiosité, parce que quand on travaille en agence événementielle, qu'on travaille sur des plénières, des conventions, quand on travaille sur, je dirais, les messages de dirigeants à faire passer à un public, on travaille sur la stratégie de l'entreprise en fait, pas dans la définition de la stratégie, mais dans la manière de réussir à la transmettre au public qui est invité dans la salle. Et finalement, c'est super enrichissant d'être au cœur du réacteur des entreprises. Et j'ai eu la chance de travailler pour La Poste, pour SNCF, pour Total, pour McDo. Et ça m'a beaucoup appris de comprendre en fait tous les plans qu'ils mettaient en place. Donc c'est très enrichissant. Et puis dernier élément, c'est que finalement l'agence événementielle, c'est une aventure humaine aussi. Ça tient par les équipes. On ne produit pas des clous, c'est pas de l'usine, c'est vraiment du service. Donc ça tient par le talent, ça tient par l'esprit d'équipe, ça tient par l'envie. Et finalement, c'est une aventure humaine aussi qu'on vit en interne. Et puis le plaisir de voir la réalisation assez court terme et très concrète du travail qui est fait pendant quelques mois. Et de voir le bonheur et la joie, les émotions dans les yeux des participants aux événements. Ça transmet toujours quelque chose de très fort. Alors, il y a des fois des messages moins sympathiques, donc de voir la tristesse, parce que souvent on fait de l'événementiel pour passer plutôt des messages positifs. Mais de voir dans les yeux des gens, moi je passais beaucoup de temps à être à côté de la scène et à regarder, non pas sur la scène, mais à regarder dans le public et de voir la manière dont
les messages étaient perçus dans les yeux, parce que c'est les yeux qui transmettent les émotions. Voilà. Donc beaucoup de bonheur pendant toutes ces années. Très bien. Donc le côté étincelle, c'est peut-être ça qui t'a, pourquoi pas, donné envie d'aller chez Disney par la suite, parce que c'est un peu les spécialistes aussi de cette petite magie. De la magie. Donc tu bascules chez Disney Business Solutions, donc, qui est la partie qui gère toute la partie MICE et événements spéciaux de Disney, donc un peu l'agence dans le lieu, je dirais, c'est ça. Qu'est-ce que tu as porté comme projet chez eux ? Alors, la spécificité chez Disney, c'est que le département, en fait, il a plusieurs métiers. Il y a effectivement celui d'accueillir des événements dans les lieux de Disneyland Paris, notamment les grands centres de convention, la privatisation des parcs pour les soirées, etc. Ça, c'est un tiers de l'activité. Le deuxième tiers, c'est une agence interne d'événements, puisqu'on conçoit, on produit et on réalise tous les événements internes de Disney. Là, j'avais quasiment 50 personnes qui faisaient que ça. C'est plus de 200 événements par an en interne, je rappelle qu'il y a 15 000 collaborateurs chez Disney, donc il y a beaucoup d'événements. Et puis, le troisième, j'étais aussi en charge du marché du luxe, de la création, justement, de quelle expérience on peut donner à la clientèle luxe. Et enfin, j'ai créé le marché du sport entertainment au sein de Disney. Donc voilà, je chapeautais un peu. Rapidement, on dit, moi, je m'occupais de tout ce qui est pas toi quand tu viens en tant que famille dans le parc. Tout le reste, c'est chez moi. Donc le B2B, les événements spéciaux, les nouveaux événements, la clientèle luxe, mais aussi voilà, les visites officielles, etc. Tout ça tombait dans mon département. C'est un peu plus de 200 personnes sur ça. Et je pense que ce que j'ai apporté, c'est le regard client. Parce qu'en arrivant là, je suis passé de l'autre côté, en fait, dans le lieu qui accueille. Et finalement, la compréhension, c'est quoi l'enjeu d'un événement, c'est quoi l'enjeu d'une agence, c'est quoi l'enjeu d'un client, qu'est-ce qu'il attend d'un lieu, pourquoi est-ce que de temps en temps, on a l'impression d'avoir une demande qui arrive très tardivement, et pourquoi ça arrive si tardivement ? Parce que c'est comme ça marche comme ça dans l'événementiel, il faut être dans la réactivité. Donc voilà, je pense que j'ai apporté ce regard client, je pense que j'ai apporté le regard créatif aussi, de l'agence, et puis le fait de dire on n'est pas juste là en train d'accueillir dans des mètres carrés, mais on essaye d'accompagner nos clients pour finalement être dans l'excellence de l'événement. Donc on arrive, on sent la pensée qui chemine pour arriver effectivement donc, chez Accor Arena. Ouais. Est-ce que c'est eux qui sont venus te chercher parce qu'ils avaient ce projet de rendre le lieu plus expérientiel ? Parce que c'était une période, c'était 2018, période post-attentat, période de rénovation des espaces, ou est-ce que c'est toi, en rejoignant le lieu, qui a porté ces changements, cette stratégie ? C'est les deux. Comme ça répond plus simplement à la question. Non, là, effectivement, tu l'as bien dit, l'Accor Arena a eu deux grandes vies. Moi, je dis souvent c'est une jeune vieille ou une vieille jeune, puisque l'année prochaine, là, en 2024, on aura 40 ans, 1984. Et un des grands tournois de l'histoire, ça a été 2015 avec la rénovation. Donc en 2015, l'Arena a été totalement rénovée. On se souvient des sièges rouges du POPB. Le fameux POPB avec ses sièges rouges qui en 2015 a été injecté 140 millions d'euros de travaux. Donc c'est quand même pas neutre pour remettre l'Arena au standard. Et notamment créer tout ce qu'on appelle chez nous le B2B, c'est-à-dire la stratégie marketing, commerciale, hospitalité, partenariat. Il se trouve que la rénovation se finit à l'automne 2015 et quasiment quelques semaines après l'inauguration, on tombe dans les attentats, en fait. Et finalement, ce projet d'un lieu très ouvert sur la ville devient obligé de se refermer sur lui-même pour des questions de sécurité. Donc, une architecture qui avait été prévue qui, du coup, doit muter, évoluer. Deuxièmement, des coûts qui explosent, notamment liés à la sécurité. Forcément aussi une tendance de fréquentation qui pallie un peu de cette situation. Et puis, une culture commerciale qui n'était pas, puisque ce n'était pas dans la stratégie précédente, qui n'était pas forcément l'ADN de l'entreprise. Le tout dans le tout, 2016-2017 sont des années extrêmement difficiles économiquement. Les choses sont là, mais les résultats sont un peu moins là. Et moi, en 2018, ils recherchent donc un directeur général. Donc, j'ai été chassé, comme on dit, sur ça. Et j'arrive dans ce contexte avec, moi, une vision assez claire
au départ, qui est de dire on a un lieu qui est absolument magnifique, qui est un lieu qui est à la pointe de ce qui se fait pour l'accueil des shows, des spectacles, des événements sportifs. Mais on doit aller encore plus loin. Aller plus loin, et c'est la stratégie que j'ai portée dès le départ, c'est comment on transforme d'un lieu d'événement, qui accueille des événements, à un lieu de vie. Ça veut dire quoi? C'est d'un lieu où finalement tu viens voir un concert, à un lieu où notre volonté et ce qu'on essaie de développer, c'est que tu viennes plus tôt, que tu restes plus tard et que tu vives une expérience plus grande, amplifiée et beaucoup plus forte. D'où la stratégie de lieu de vie, ce qu'ils disent aux États-Unis de district entertainment, c'est-à-dire on développe un maximum d'activités pour que ceux-là vivent de manière plus large dans la journée d'événements et en dehors des événements continuent à vivre. Et c'est la stratégie que j'ai portée quand je suis arrivé et qu'on a mis en place en sortie de la pandémie, de la période Covid. On a finalement beaucoup profité de cette période-là parce que pour une fois, on avait malheureusement du temps. Et donc, on a développé toutes nos séquences de lieux de vie et d'expérience client. D'accord. Et on les a déployées en sortie de Covid. Et chaque année, on ouvre une nouvelle activité. Par exemple, au début d'année, on a ouvert un playground de basket, donc un terrain de 3x3 sur notre terrasse, qui est ouvert à tous les gens du quartier qui peuvent venir jouer. C'est notre stratégie d'acteurs du territoire. Cet été, on a fait du cinéma de plein air. OK. On a ouvert une activité de coworking. On a une patinoire aussi qui est ouverte. On a un restaurant, on a un bar. Et puis surtout, au mois de mars, on a ouvert une salle dans la salle qui s'appelle Fantôme, qui est le plus grand lieu d'événements festifs à Paris, 3500 personnes. L'idée étant de dire, tu parlais d'expérience, je sors d'un concert, il est 23h, 23h30, et là, moi, j'ai toujours, on est en haut de la courbe de l'excitation émotionnelle. Pas envie de rentrer chez nous. Et là, on dit, il faut rentrer chez toi. Sauf que quand tu viens à un concert, généralement soit avec un ami, soit avec ton conjoint, mais c'est toujours un moment de plaisir, en fait. Et là, le fait de dire, on va reprendre le métro, puis on va aller prendre un verre, etc., ça ne marche pas, en fait. Le soufflet retombe. Donc, ma conviction forte, c'était de dire comment on prolonge ce moment. Et on a ouvert cette salle, en collaboration avec Paris Society, l'idée étant de prolonger jusqu'à 5h du matin. Ou un peu avant, suivant l'âge. Donc finalement, tu as toute une myriade d'activités, et c'est vraiment cette stratégie que j'ai portée à mon arrivée, que j'ai déployée, c'est comment l'Accor Arena se transforme de lieu d'événement, et c'est notre cœur de business, c'est là-dessus qu'on fait notre activité, mais comment on vient développer tout autour en fait, un écosystème d'activités qui fait que tu vas venir, demain midi, tu vas venir déjeuner chez nous, alors qu'il n'y a pas d'événement le soir. Et puis après-demain, tu vas venir prendre un verre, puis tu vas jouer au basket, voir du cinéma. Voilà, ça devient un lieu de destination, en fait. D'accord. Et du coup, là, on parle plutôt de l'expérience côté grand public. Est-ce que ça a un impact sur le côté MICE, donc l'accueil des événements professionnels que vous faites sur le lieu? Alors, on a aujourd'hui beaucoup amplifié l'expérience grand public. On a amplifié ce qu'on appelle chez nous l'expérience B2B, les B2B étant plutôt les hospitalités et les partenaires. OK. Notre vision étant de dire l'hospitalité doit changer. Là, vous avez une loge un peu basique. Aujourd'hui, nous, on crée des lieux d'expérience. On a ouvert notamment un appartement qui s'appelle l'appartement Vue Seine. On reprend tous les codes de l'architecture de l'appartement haussmannien. Parquet en point de gris, cheminée, terrasse qui donne sur la salle. On a ouvert un bar caché. On a des loges expérientielles avec Spotify, Instagram. On travaille là-dessus. Il faut que tu viennes voir ça. Et sur la partie MICE, on a aujourd'hui plutôt restreint vers les très gros événements chez nous, parce qu'on a une programmation assez dense, on fait 140 événements par an, ce qui fait qu'avec les journées de montage, démontage, on est quasiment, la salle est utilisée 220 jours par an, sur 300, puisque l'été on est fermé en maintenance. Donc on est quand même un planning assez chargé, et finalement on se consacre quasi exclusivement à des très grands événements corporels, donc des très grosses conventions, ou des événements d'envergure type la BPI, où on a fait également un grand défilé de mode pour Nike l'année dernière. Et ce qu'on met au service des clients MICE, c'est justement notre capacité à rassembler dans une salle, en fait, beaucoup de monde pour faire ce qu'on appelle vulgairement une grande messe, en fait. Mais on travaille avec nos clients. Souvent, nos clients viennent chez nous parce que ça fait sens.
Et c'est là, et moi ça a été aussi une stratégie que j'avais portée chez Disney, c'est que le contenu doit aller avec le contenant. Et donc aujourd'hui, quand nos clients viennent chez nous, nos clients corporate ou agences viennent chez nous, c'est parce qu'il y a un sens. Soit elles veulent, soit parce qu'elles sont partenaires, par exemple, des Jeux Olympiques, et on sera un des lieux clés des Jeux Olympiques. Et donc ça fait sens de venir faire son événement et de transmettre sa stratégie à ses collaborateurs au sein d'un lieu olympique. Soit c'est parce que c'est un partenaire de la salle, et donc ça fait sens aussi ce qui vient expliquer pourquoi, je prends par exemple Optique 2000, qui est partenaire chez nous. Voilà, ils viennent expliquer pourquoi ils sont partenaires chez nous, qu'est-ce qu'ils y trouvent, comment ils l'utilisent, et du coup, pourquoi ça fait sens de rassembler tout leur réseau de franchisés chez nous. Donc on essaye toujours, et je ne dirais pas on choisit, mais comme on accueille peu d'événements, on privilégie plutôt les clients avec lesquels on a une histoire, et pour eux c'est plus logique aussi, quoi. Oui. Ce qu'on voit, c'est que cette stratégie expérientielle, tout ce renouveau, donc depuis quelques années à l'Accor Arena, est plutôt fonctionnement plutôt validé, puisque là, donc, la presse a parlé du fait que c'est devenu la deuxième arena mondiale, après le Madison Square Garden. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous ? Ça veut dire beaucoup, en fait, parce que deuxième arena mondiale, quand on connaît la puissance du sport entertainment aux États-Unis, dans tous les pays anglo-saxons, l'Asie, le Moyen-Orient, dire que Paris et l'Accor Arena, on est classé numéro 2 en termes de fréquentation, le classement est basé sur la fréquentation. D'accord. Ça prouve, 1, qu'on a les plus beaux shows, 2, que les spectateurs viennent, et puis 3, que finalement notre marque est très attractive. On a beaucoup travaillé sur la marque depuis quelques années. C'est aussi un des enseignements très forts que j'ai eu chez Disney, c'est que la marque est au cœur de tout. C'est-à-dire que la marque véhicule des valeurs, la marque véhicule un positionnement, et aujourd'hui on est très attractif parce que notre marque est très forte. Et donc un classement comme ça, ça vient, je dirais, célébrer à la fois la stratégie, puis aussi le travail des équipes, parce que on n'accueille pas les plus beaux shows si on plante les plus beaux shows. Donc voilà, nous, on n'a jamais eu de soucis majeurs. C'est le milieu de l'événementiel toujours, donc rien ne se passe comme c'est prévu. Il peut y avoir un petit couac. Il peut y avoir des petits couacs, ça nous arrive et c'est normal. Néanmoins, les équipes sont extrêmement professionnelles. L'équipement est extrêmement robuste. Et donc voilà, ce classement, il signifie beaucoup là-dessus, puis il donne beaucoup de fierté aussi d'apparaître, comme nous on dit, on est numéro 1 dans le reste du monde. Donc voilà. C'est bien. C'est beaucoup de fierté. Et quand on a annoncé ça aux collaborateurs, ça crée beaucoup de plaisir. Et puis à nos clients, nos spectateurs, on se dit finalement, on a 40 ans, mais on réussit à être toujours quasiment numéro 1. Ça prouve aussi notre capacité à se renouveler. Donc aujourd'hui, Accor Arena, c'est un peu le fer de lance de la nouvelle société qui s'appelle Paris Entertainment Company, donc qui englobe le Bataclan et la future Adidas Arena. L'idée, si j'ai bien compris, c'est d'avoir 3 lieux, 3 expériences différentes. Est-ce que tu pourrais nous expliquer le positionnement de ces deux autres lieux, du coup ? En fait, on a vraiment 3 lieux qui sont à la fois complémentaires et sur lesquels on crée des synergies. Donc on a effectivement dans le groupe l'Accor Arena, comme tu sais, c'est la salle mythique. C'est plutôt les grands shows mythiques et de légende. Il faut quand même remplir 20 000 places. Et on va d'une jauge de 9 à 20 000. Et puis ensuite, on va avoir donc l'ouverture de l'Adidas Arena 11 février 2024, donc qui arrive là dans quelques semaines, construite dans le cadre des Jeux Olympiques, mais dont la vie va se poursuivre. On aura 110 événements à peu près. Et là, on est sur une jauge de 9 000 à 3 000. Je le fais dans le mauvais sens. Là, on sera plutôt un positionnement urbain. D'accord. Musique urbaine, plutôt un positionnement très sport. On aura 50% de programmation sport, 50% de programmation musique. Là où à l'Accor Arena, on est 80% de musique. Avec un club Horizon de basket. Et puis, on a racheté, il y a 2 ans, le Bataclan, qui, lui, a une jauge jusqu'à 1700 personnes et qu'on a repositionné début de l'année autour du rock. Quand on a racheté le Bataclan, on s'est laissé, en fait, 1 an et demi, 2 ans, pour bien comprendre ce lieu, qui est un lieu iconique, mais qui a vécu des moments difficiles. Et on s'est dit, comment est-ce qu'on lui redonne une nouvelle dynamique ? Et pour ça, on a travaillé sur l'histoire. Et finalement, le Bataclan, c'était le lieu du rock à Paris dans les années 80-90. On est venu changer le logo, la plateforme de marque, et on l'a positionné sur le rock. Preuve en est,
c'est que samedi soir, on avait Green Day au Bataclan. Green Day qui va venir à l'Accor Arena à l'été 2024, donc qui est capable de faire 15 000 personnes à l'Accor Arena. On avait 1700 privilégiés. Et le chanteur de Green Day a d'ailleurs dit que c'était sa plus belle salle de spectacle. Donc on l'a repositionné sur le rock. Et finalement, aujourd'hui, on arrive à quoi? On arrive à un Bataclan sur le rock, une Adidas Arena sur le sport et les musiques urbaines, et un Accor Arena sur plutôt les légendes et les grands sports indoor. Et avec cet ensemble-là, on a 3 jauges différentes et complémentaires, 3 positionnements très forts et 3 marques également identitaires. Et une fois qu'on a posé ça, on s'est dit, du coup, on doit venir structurer en fait, notre entreprise comme un groupe. Et on a créé la marque Paris Entertainment Company, qui regroupe donc nos différentes salles et activités, et qui est une marque plutôt de communication corporate, plutôt d'engagement, dans lequel on vient porter les valeurs de l'entreprise, l'engagement de l'entreprise, notamment sur toute la stratégie RSE, le recrutement, et qui représente en fait ce qu'il y a de mieux à Paris, dans le secteur de l'entertainment, et en termes d'entreprise. On n'a pas été chercher le nom très loin, on s'est dit... On a beaucoup réfléchi, on s'est dit soit on choisit un nom très spécial, soit on est très efficace, on a plutôt dit soyons efficaces sur une marque corporate. Voilà. Donc c'est une marque ombrelle qui vient chapeauter nos activités. D'accord. Donc création là cette année de la Paris Entertainment Company, peut-être quelque part aussi préparation de ce qui va se passer l'année prochaine, 2024, ça va être une très grosse année pour vous. Donc on a parlé un petit peu avant des 40 ans de l'Accor Arena, ouverture de l'Adidas Arena. Tout ça, c'est des sites qui vont être impliqués dans Paris 2024. Oui. Qu'est-ce qui va se passer par rapport au JO? Alors, tu le disais, effectivement, 2024, très grosse année. Février 2024, 40 ans de l'Accor Arena. 84, 2024. C'est quand même un temps fort dans une histoire. Ouverture de l'Adidas Arena, deuxième temps fort. Et puis, effectivement, la venue à Paris des Jeux Olympiques et Paralympiques, dans lequel ces 2 sites seront des sites majeurs. Oui. Puisque à l'Accor Arena, alors on dit, dans le jargon olympien, on dit Bercy et Chapelle, puisqu'on ne peut pas garder les namings de nos bâtiments. Donc à Bercy, on accueillera les épreuves de gymnastique et puis les phases finales de basket. Et à l'Adidas Arena, on accueillera le badminton et la gymnastique rythmique synchronisée, la GRS. Donc des grands sports, plus les Paralympiques. On attend 1 million de spectateurs à peu près sur nos 2 sites dans le cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques. Et puis surtout, ce qui fait la grande spécificité, c'est qu'on a signé avec le comité olympique un contrat de production déléguée des épreuves qui se déroulent dans nos 2 sites. Okay. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on va s'occuper de toute l'organisation des JO qui se déroulent à Bercy comme à la Chapelle. L'accueil, la sécurité, la restauration, le nettoyage, la régie technique, les aménagements intérieurs, la gestion des volontaires, gestion de la presse, tout, sauf la partie sportive qui est gérée par les fédérations internationales, pas ce qu'on appelle le field of play, mais tout le reste, depuis la gestion des spectateurs, aussi bien en billetterie, sécurité, jusque le médical, et puis surtout tous les backstage et le back of the house, comme on appelle ça, avec toutes les structures qui vont être installées pour la technique, pour le broadcast, etc., sont gérés par mes équipes. J'ai une équipe à peu près de 25 personnes qui ont été recrutées pour les JO, et on fait ça dans nos 2 sites. Donc on a recréé à nouveau, alors là c'est peut-être une Madeleine de Proust, mais je reviens au métier d'il y a quelques années. C'est ça, une petite agence. De petite agence de production. 25, c'est pas petit. C'est pas petit et c'est un bel événement qu'on va donc, produire. Ça fait 1 an qu'on travaille dessus, un peu plus d'1 an qu'on travaille dessus. Et puis il nous reste maintenant un peu moins d'1 an pour produire tout ça. Donc on a cette équipe en plus, avec une organisation chez nous qu'on a voulu très transversale, c'est-à-dire pas simplement de faire une équipe stand-alone, mais au contraire de mettre aussi à disposition les expertises et les savoir-faire des équipes qui accueillent tous les jours les plus grands événements. Donc on travaille beaucoup en synergie de manière transversale dans l'entreprise. Oui, parce que toute l'équipe qui est plutôt sur la partie concert pendant la période d'exploitation des Jeux, ça va
plus forcément être utilisé au niveau des espaces. Donc, du coup, ça va être. Oui, alors du coup, c'est toute la réflexion en termes de ressources humaines qu'on a aujourd'hui. Parce que, quand bien même, généralement, nos équipes prennent plutôt leur congé l'été, parce l'été, on est en maintenance, donc on est fermé. Là, néanmoins, on va fermer le 25 juin, on va réouvrir le mi-septembre, donc il y a quand même une période assez large, quasiment 3 mois. Et du coup, nos équipes, je dirais, qui travaillent sur notre core business d'accueil de concerts et d'événements sportifs, on est en train de proposer des espèces de bourses aux emplois internes en disant, voilà, on a tel et tel besoin sur les JO, est-ce que ça t'intéresse ? Et ce n'est pas forcément lié à ton profil, c'est lié plutôt à ton envie. Voilà, on a un besoin en termes de branding, on a un besoin en termes de régie, on a un besoin en termes de logistique participants. Et finalement, voilà, on va ouvrir des postes en interne, on va proposer des postes en interne. Et l'idée derrière tout ça, c'est de dire, et moi c'est ma conviction profonde, c'est que je ne pense pas qu'on revivra les Jeux Olympiques à Paris. Peu de chance. Pour nous en tout cas. Pour nous en tout cas. Mes équipes plus jeunes, vous aurez peut-être la chance, mais malheureusement, moi j'ai passé l'âge de... C'est trop tard. C'est un peu tard. C'est le plus grand événement planétaire à Paris. C'est une aventure auquel il faut prendre part. Et donc, certes, on a une équipe dédiée, mais l'idée, c'est justement que tout le monde puisse être engagé, tout le monde puisse écrire cette histoire-là. Et donc, on met en place ce système-là qui permet à ceux qui le souhaitent de faire partie de l'aventure. On a plutôt plus de demandes que de refus. Ouais, mais c'est hyper intéressant pour eux. Ouais, c'est mot plutôt à l'américaine, exciting, quoi. Voilà. C'est ça. L'Adidas Arena, t'en parlais, c'est le seul bâtiment qui est construit spécifiquement pour les JO. Intramuros. Intramuros, que vous avez développé par la suite. Ce qui est intéressant, moi c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, c'est la question de l'éco-responsabilité. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que tu peux nous en dire justement par rapport à la conception et est-ce qui va être mis en place là-bas, de ce point de vue responsable ? Ça a fait partie des cahiers des charges dès le début de la construction et au moment où les plans ont été imaginés avec les architectes, d'avoir un bâtiment qui soit vraiment à la pointe de l'éco-responsabilité sur tous ces aspects. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire aussi bien dans les matériaux qui sont utilisés, beaucoup de bois, le recyclage de l'air aussi pour éviter... c'est des techniques un peu spécifiques, mais pour éviter de chauffer et climatiser, en fait, l'air circule à l'intérieur. Donc ça permet de réduire la consommation. Des panneaux photovoltaïques sur le toit, le retraitement des eaux. Et puis, plus symboliquement, mais quand même efficacement, les sièges qui sont faits en bouchons de bouteilles plastiques recyclés par une petite PME française. Voilà, donc l'engagement est très fort, mais il est très fort aussi, pas que sur ça, il est très fort dans ce que j'appelle, moi, l'entreprise engagée, c'est-à-dire qu'on va, sur toute la partie restauration, être en circuit court, bien sûr, pas de plastique à usage unique, et puis sur l'emploi, la diversité, l'emploi local aussi, avec des obligations pour l'ensemble de nos prestataires, d'accueil, de sécurité, de nettoyage, d'employés, des personnes, ce qu'on appelle les populations locales en fait, et donc très engagés sur tous ces axes-là. Et ça, alors on demeure, on est toujours des bâtiments qui consomment, malheureusement c'est notre métier, mais on est à la pointe de la manière d'être en réduction de ces consommations et d'être beaucoup plus responsable là-dessus. Voilà. Ce sera vraiment un bâtiment assez modèle là-dessus. C'est aussi un des aspects qui a permis d'engager Adidas comme Namer. La volonté d'Adidas étant le sport pour tous, en fait. Leur vision, c'est que le sport peut changer la vie. Et donc, leur envie, c'était de dire, finalement, il y a une maison du sport à Paris qui est ouverte à tous. Et on peut faire des sports et découvrir des sports. Et puis, c'est surtout une maison qui est engagée, parce qu'ils sont très engagés sur ces aspects d'éco-responsabilité. Et c'est tous ces éléments-là qui ont permis de convaincre Adidas de prendre le naming de la salle. Bon, j'en parlerai quand ça sera ouvert, mais j'imagine... 11 février. Bon, je viendrai voir, si tu m'invites. Tu seras invité. J'imagine qu'il va y avoir des espaces locatifs aussi pour faire de l'événementiel. Ouais. Oui, on croit beaucoup en fait sur la partie MICE et convention d'entreprise à cette nouvelle jauge à Paris qui n'existe pas. On considère, nous, que sur la partie convention d'entreprise, on pourra aller entre 5 et 7 000 personnes.
en mode quasi amphithéâtre, puisqu'on va bénéficier des gradins. Après, il y a un parterre assis, mais il y a du gradinage. Donc c'est quelque chose qui n'existe pas. On peut trouver des lieux à plat pour 10 000 personnes à Paris, dans des halls. Mais là, sous ce format, entre l'amphithéâtre et le gradin, ça veut dire aussi qu'il y a une énorme proximité entre la scène et la dernière personne dans le public. Donc on croit beaucoup à l'accueil de conventions, à l'accueil d'événements, aussi de lancement de produits, notamment parce que cette salle permet de faire rentrer des camions à l'intérieur, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui à l'Accor Arena. Donc pour des lancements de voitures notamment, pour des grands shows, on y croit beaucoup. Et puis, ça aussi c'est une autre casquette de ma vie antérieure, la nouveauté attire toujours, et les annonceurs et les agences aussi. Oui. Toujours important d'être dans les nouveaux lieux. Surtout quand en plus ils sont à la pointe et de la technologie et de l'éco-responsabilité. On coche beaucoup de cases. Donc on espère, on croit, et pour avoir discuté, parce que j'ai encore quelques contacts quand même dans le secteur, je crois qu'on sera un lieu dans lequel il y aura beaucoup d'événements corporate, en tout cas beaucoup plus qu'à l'Accor Arena. Il y a des chances que ça donne envie, un petit peu, de se dire, de venir voir ce qui se passe. Bon, du coup, qu'est-ce que tu te dis quand tu penses à 2024 aujourd'hui ? Qu'est-ce qui va se passer pour vous ? Comment ça va continuer à évoluer ? 2024, c'est une espèce de point d'orgue, en fait, de tout ce qu'on réalise maintenant depuis quelques années. Parce que la Paris Entertainment Company, elle va voir son dernier bébé naître. Aujourd'hui, on est dans les derniers kilomètres des aménagements, mais c'est pas la même chose. Là, ça va naître le 11 février. Ça y est, on va ouvrir une autre salle, et pas n'importe quelle salle, la deuxième salle à Paris. Donc forcément, ça donne à la fois beaucoup d'envie, beaucoup d'excitation. Et puis en parallèle de ça, on va accueillir le plus grand événement mondial dans 2 de nos salles. Et puis en parallèle de ça, on prévoit un plan d'activité sur l'ensemble de nos 3 sites qui est certainement l'un des plus importants qu'on ait jamais connu. Donc en plus, l'activité va être super dense. Donc c'est la concrétisation du groupe, l'ouverture de nos salles, l'organisation et la production du plus grand événement sportif. On ne va pas s'ennuyer, quoi. Quand on réfléchit à 2024, c'est ça. On réfléchit à une année dense, intense, mais surtout mémorable, je crois. Surtout mémorable. Et puis, parce que c'est mon rôle de chef d'entreprise, on réfléchit déjà au post-24. Qu'est-ce qu'on va faire ? Où va-t-on aller ? Quelle sera notre feuille de route ? Parce qu'il n'y a rien de pire que d'attendre la fin d'un événement majeur en disant « qu'est-ce que je vais faire ? Là, c'est fini, quoi ». C'est aussi ça, je crois, un des atouts de l'événementiel et de la vie d'agence événementielle, c'est que quand on a fini un événement, on recommençait direct à un autre événement, voire on travaillait sur plusieurs événements en parallèle. Ben là, c'est un peu pareil. En fait, je suis en train de travailler sur mes événements court terme, mais à 1 an, et puis je réfléchis déjà à moyen et long terme sur où sera le groupe en 2025-2028. Plein de belles choses à venir. Plein de belles choses à venir. L'occasion de revenir. Exactement. Je te réinviterai. J'aime bien finir notre entretien par des petites questions personnelles. Ouais. Donc je vais me permettre, puisqu'on se connaît un petit peu. Ce qui m'intéresserait déjà, c'est que tu as la chance de travailler à l'Accor Arena. Est-ce que tu vas avoir des concerts régulièrement ? Et si oui, c'est lequel qui t'a le plus marqué dernièrement ? Je dois à peu près faire un peu moins aujourd'hui qu'on a le groupe, mais néanmoins, je fais entre 70 et 80% des événements que l'on accueille chez nous. Pas forcément jusqu'au bout, mais en tout cas, à minima jusqu'au début des shows. Donc, je ne regarde pas les concerts jusqu'au bout, mais j'ai quasiment vu tous les concerts et tous des bouts de concerts. Et ta question, elle m'est souvent posée, elle est extrêmement difficile à répondre, parce qu'à chaque événement, on vit quelque chose de différent, en fait. Il se passe toujours quelque chose. C'est vraiment un truc de dingue, en fait. Voilà, chaque événement, on découvre... Alors d'abord, moi, je découvre des artistes, Je découvre des courants musicaux aussi, qui ne sont pas forcément les miens, mais quand je vois 15 000 personnes comme des dingues sur certains concerts, moi, je me dis, tiens, il faut quand même... Je vais peut-être aller passer une tête. Il faut être un peu curieux aussi. Donc voilà, j'ai plein de temps forts. Je crois que mon plus grand temps fort, il remonte un peu, mais en tout cas, c'est celui qui m'a le plus marqué, c'est quand on a accueilli U2. Je venais d'arriver, c'était en septembre 2018. C'était un temps fort à plusieurs égards.
Le premier, moi j'adore U2. Donc forcément, quand on a un rapport personnel avec l'artiste qui passe, ça crée une relation spécifique. La deuxième, c'est que c'était le retour de U2 et son dernier concert, il datait en 2015. Et sa tournée, elle avait été arrêtée par les attentats. Il avait fait 2 shows. Et puis il y a eu les attentats qui étaient une journée de relâche. Et puis après, il était revenu finir sa tournée quelques mois après. Et finalement, c'est la première fois qu'il revenait depuis. Donc il y avait une vraie émotion aussi, même pour eux. Et puis la troisième, c'est que j'ai eu la chance de les rencontrer, de passer un peu de temps avec eux dans leur loge. Et ils ont eu des mots extrêmement touchants sur Paris, sur la salle, sur l'histoire qu'ils ont ici. Et quand on a la chance de partager ce moment-là avec un groupe qu'on adore, dans le contexte que j'ai expliqué, c'est clair que c'est marquant, quoi. Après, j'ai vu des trucs de dingue. Des spectacles dont tu peux même pas imaginer, avec des objets qui volent, de la vidéo dans tous les sens. Enfin, les trucs les plus dingues, je les ai vus. Et en termes d'émotion très forte aussi, ce que j'ai adoré, c'est le concert de M. Quand M part dans la salle pendant 10 minutes, un quart d'heure, seul avec sa guitare, et qu'il s'arrête à côté de chacun, qui les fait chanter, jouer sur sa guitare. C'est ça ce qu'on appelle la communion entre un artiste et son public. Et là, tu regardes ça, tu te dis, c'est fou, quoi. Voilà. Oui, c'est vrai que moi, M, je l'ai vu aussi à l'Accor Arena, et il y a un côté très émotionnel. Il arrive à faire vivre un moment, qu'on soit dans la fosse ou dans les gradins, il y a une émotion générale qui est assez incroyable. Qui est folle. Hein. Mais c'est bien, tu dois prendre des notes sur toutes les recettes. Qu'est-ce qui marche bien chez les uns et les autres, les autres, ouais. Non, mais c'est vrai qu'on vit chaque moment, et puis on a vécu, après j'ai d'autres souvenirs, d'une coupure électrique juste avant un show où je suis monté sur scène. Donc on a eu une coupure électrique dans notre bâtiment. Ça s'est remis en route. Et là, le producteur m'a dit pas de souci pour le groupe. Par contre, il faut juste expliquer que si ça revient, il ne faut pas évacuer la salle. C'est pas grave. Je dis parfait, machin. Et là, il me tend le micro, il me dit tiens, c'est pour toi. Cadeau. Et là, cadeau. Et donc, tu vois un mec comme moi qui ressemble pas du tout à un chanteur, quoi, avec sa veste. C'est pas toi qui t'attends à la sa veste et sa chemise. J'avais une chemise ce jour-là qui monte sur scène. Et là, j'ai vu à peu près 15 000... il y avait 15 000 personnes dans la salle. C'était autant de mitraillettes dans les yeux. Parce qu'ils se sont dit, ce mec va annoncer l'annulation. C'est ça. Ils vont nous demander de sortir et on va pas être contents. Et donc, j'ai commencé par dire effectivement qu'on avait eu un souci technique. Et là, bronca, etc. Mais que c'était résolu, que le show allait pouvoir reprendre. Et là, les yeux durs se sont transformés en bonheur. Et je crois que j'étais le meilleur ami de 15 000 personnes. Voilà, donc j'ai fait ma scène de Bercy une fois. Ça m'est arrivé une fois. C'est bien, une fois dans une vie. Une fois dans sa vie. Et je dois dire que c'est quand même assez impressionnant d'être au cœur du chaudron. C'est assez impressionnant. Voilà, on comprend finalement ce que vivent ces artistes et l'énergie que leur transmettent les spectateurs, quoi. Oui, normalement, on est plutôt dans les loges. Derrière, ça nous va bien. Là, c'est un peu différent. Du coup, tu parlais du U2. Donc, j'aimerais avoir ton avis sur la fameuse sphère qu'on a vue un peu partout, qui est sortie à Vegas il y a peu de temps. Ouais. Qu'est-ce que tu en as pensé de ça ? Plein de choses. C'est une révolution dans la manière de faire le spectacle, de par sa taille, mais surtout par la vidéo. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, tu es immergé complètement dans le spectacle, en fait. Et c'est là où la puissance des images, avec la puissance d'un show du tout, prend je dirais, toute son ampleur. J'ai vu les images, puis j'ai des amis qui m'ont raconté, c'est complètement dingue. C'est complètement dingue. T'en prends plein la gueule, quoi, globalement. Néanmoins, quand j'entends que ça va révolutionner le secteur, je n'y crois pas. Pourquoi ? Parce que, ça coûte 2 milliards d'euros. Ça fait déjà un petit frein à l'entrée. Ça fait quand même une petite barrière financière. 2, tu ne peux pas faire une tournée d'artistes. Une tournée d'artistes, un concert, ça monte le matin, ça joue le soir, ça démonte dans la soirée. Sur des kits qui tournent. Là, U2 a travaillé pendant des mois leur contenu vidéo. Oui. Et c'est des contenus spécifiques, en fait. Donc, ils ne sont pas utilisables ailleurs. Donc, ça veut dire que chaque artiste qui y va doit développer ces contenus-là. Donc, ça ne fonctionne que si tu fais une résidence.
Et pour faire des résidences, il faut être dans un lieu qui est capable d'accueillir les résidences, qui est le meilleur lieu que Vegas pour ça. La résidence de Céline Dion, enfin, tous les grands artistes font leur résidence là-bas. Donc, pour moi, c'est une révolution, mais ça ne va pas révolutionner notre métier, parce que notre métier, ça reste quand même des lieux dans lesquels les tournées peuvent tourner dans le monde entier. Voilà. Et puis après, on peut se poser une petite question aussi sur l'empreinte. On parle beaucoup de ça, environnementale. Je rappelle que ça consomme autant que la ville de Valenciennes, quand même. Ça fait beaucoup. Oui. Voilà, donc ça va très bien à Vegas. C'est parfait dans le panorama de Vegas, de l'entertainment de Las Vegas. Là, bientôt, il va y avoir le circuit de Formule 1 qui va passer sur le Strip. C'est parfait, ça rentre là-dedans. Moi, j'invite tous ceux qui vont à Vegas d'aller voir YouTube. Je crois que c'est juste extraordinaire. Néanmoins, je ne crois pas qu'on est prêt d'avoir une sphère à Paris, ni même ailleurs, quoi. On laisse ça à Vegas. Les Américains, c'est leur truc. Nous, on a une Vegas, une Vegas. C'est pas mal, Vegas. C'est très spatial. Ouais. Mais effectivement, je ne pense pas que ça soit non plus adapté à Paris. On a un rapport un peu différent. Je ne suis pas sûr. Et puis, encore une fois, là, on voit U2 qui a d'ailleurs prolongé sa résidence de plusieurs semaines. Ça nécessite de créer une résidence parce que le show visuel est tellement impactant. Mais quand on voit les images, elles servent la musique, c'est un truc de dingue, quoi. Enfin, samedi, j'étais avec un client qui avait un de ses amis qui était en direct de Vegas et il nous montrait, il nous faisait un FaceTime et c'est vrai que c'est fou, quoi. Ouais, ça doit être fou à voir. Complètement fou à voir. Après, les images qu'on a vues, c'est vrai du coup, ça met pas complètement en valeur le groupe, qui du coup est tout petit par rapport à la vidéo, mais c'est pas moi qui l'ai dit. Ouais, mais je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi sur finalement un concert, c'est quand même un artiste, et là, on est plutôt dans une projection avec un artiste. Il y a une espèce de tendance inversée. Moi, quand je viens voir YouTube, je viens voir YouTube. Après, voilà. Bon, après, ça va chercher pour trouver le bon dosage. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Nicolas. Je pense que vous êtes obligé de te libérer vu les mois qui arrivent pour toi. Non, mais toujours un plaisir. Merci beaucoup. Ravi. Merci à vous de nous avoir regardés ou écoutés. J'espère que vous avez appris plein de choses. J'espère que vous allez désormais réfléchir à vos événements au-delà de l'événement lui-même et penser cette expérience globale. Vous avez vu comme Nicolas a transformé une salle de spectacle en véritable lieu de vie. À vous de jouer maintenant pour transformer vos événements. Merci de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous très vite pour un prochain épisode de Live Stories.